Pour cet épisode du podcast de Phil, j'ai fait quelque chose d'un peu différent. J'ai utilisé Perplexity, une IA de recherche, pour explorer une question centrale, les retraites. Ah oui, Oui, comment on finance nos retraites face à la baisse de la natalité, quels modèles existent ailleurs, et ensuite j'ai utilisé NotebookLM comme d'habitude pour synthétiser tout ça. intéressant comme approche, c'est un sujet crucial en effet. Exactement. Le vieillissement, moins de naissances, tout ça met une pression énorme sur nos systèmes par répartition. C'est vraiment un des grands défis là pour les années à venir. Clairement. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de bien comprendre le problème. On a des projections, parfois sur 100 ans, c'est assez vertigineux. Mhm. Et surtout, voir les solutions. Ce qu'on fait en France, ce qui se fait ailleurs. On va pas mal parler de l'emploi des seniors et puis des réformes plus structurelles. Tout à fait, et pour bien commencer, il faut partir de la base, de la démographie. Le premier choc, c'est l'allongement de l'espérance de vie. Oui, On vit plus longtemps, c'est super évidemment, mais pour les retraites, ça veut dire plus d'années à payer des pensions. Forcément, ça pèse sur les comptes. logique. Et le deuxième facteur, c'est la baisse de la natalité. Moins de bébés aujourd'hui, ça fait moins de cotisants demain. Et plus de retraités en face. Voilà, le rapport cotisant-retraité se dégrade. C'est ça, le vieillissement structurel. Les chiffres sont parlants. On pourrait passer de 20% à presque 30% de plus de 65 ans d'ici 2050 en France. 30%. Et le nombre de centenaires? Alors là, ça pourrait exploser. Certaines études parlent de 200 000 en 2070. C'est énorme. Donc ce déséquilibre, il menace directement notre système par répartition, où les actifs d'aujourd'hui payent pour les retraités d'aujourd'hui. C'est exactement ça. La viabilité financière est en jeu. Les projections à très long terme le montrent. Sans rien faire, l'équation ne tient pas. Bien sûr. Alors évidemment, ces projections, elles dépendent d'hypothèses. Le solde migratoire peut jouer, le taux d'activité aussi, surtout celui des seniors. Mais la tendance démographique lourde, elle est là. Justement, parlons-en de ce taux d'activité des seniors. C'est une piste qui revient tout le temps. Garder les gens au travail plus longtemps. Comment ça aide, concrètement? Alors, ça aide de deux façons très directes. C'est pour ça qu'on en parle de temps. On appelle ça parfois le double dividende. Ah oui. Premièrement, quelqu'un qui travaille, il cotise, donc plus de recettes pour le système. D'accord. Deuxièmement, pendant qu'il travaille, il ne touche pas sa retraite, ou il la touchera plus tard, donc moins de dépenses ou des dépenses décalées. D'accord, donc c'est doublement positif pour l'équilibre financier. Exactement, c'est mécanique. C'est plus qu'une simple économie sur les pensions alors? Ah oui, largement. Et il y a des effets indirects. Moins de chômage chez les seniors, potentiellement moins de dépenses de dépendance si l'activité maintient en forme. Mhm. Ça maintient aussi des recettes fiscales, l'impôt sur le revenu, la TVA. Et puis, ça soutient l'économie. On garde des compétences, de l'expérience. C'est très clair. Pourtant, ce double dividende, on a l'impression que la France a du mal à l'activer. On voit des chiffres pour les 60-64 ans, par exemple, où on est loin derrière l'Allemagne ou les Pays-Bas. Eux, ils sont vers 75% de taux d'emploi, c'est ça? Oui, les carinettes. Et ce n'est pas un hasard. D'autres pays ont mis en place des politiques très volontaristes, depuis longtemps, parfois. Comme qui, par exemple? La Finlande, dès les années 90, ils ont lancé un grand plan. L'expérience est une richesse nationale. Très complet, formation dès 45 ans, adaptation du travail, santé, incitation financière. Une approche globale, donc. C'est ça, et précoce. Le Danemark, lui, a beaucoup misé sur la loi contre la discrimination liée à l'âge et sur l'accompagnement. D'accord. En Suisse, on voit se développer ce qu'ils appellent la carrière en arc. On encourage la prolongation jusqu'à 70 ans, avec des aménagements, du mentor, et des campagnes pour changer les mentalités. Intéressant, ça. Et l'Allemagne? Eux, c'est beaucoup passé par la négociation collective, les branches professionnelles, pour plus de flexibilité et un gros effort sur la formation continue. Donc des stratégies variées, mais toujours une volonté politique forte et des actions sur plusieurs leviers, loi, formation, argent, culture. Tout à fait. Et nous, en France, on a quoi dans la boîte à outils pour essayer de combler ce retard? Oh, on a des outils, oui. Il y a des aides directes à l'embauche, une aide qui peut aller jusqu'à 8 000 € pour un senior en CDI ou long CDD. Oui, Il y a des contrats spécifiques, comme le contrat de professionnalisation senior, avec une aide et des exonérations. Il y a les contrats aidés, type CUI, CAE, CII, pour les publics plus éloignés de l'emploi. d'accord. Et puis des initiatives régionales aussi, les Hauts-de-France, l'Occitanie, qui ajoutent des primes. Sans oublier diverses exonérations de charges patronales. La liste est longue, effectivement. Est-ce qu'on sait si ça marche, tout ça? Les études montrent que oui, ces aides, ces exonérations, ça a un impact positif. Ça lève des freins, surtout financiers. Mais, il y a un mais, Le mais, c'est que l'efficacité est vraiment démultipliée quand on combine les approches.
L'argent seul, ça ne suffit pas toujours. Il faut plus. Oui, il faut l'associer à une vraie politique de gestion des âges dans l'entreprise, à de l'accompagnement individualisé, bilan de compétences, formation, adaptation du poste. C'est cette vision intégrée qui donne les meilleurs résultats sur la durée. D'accord. Donc l'emploi des seniors, c'est crucial, une condition nécessaire même. Absolument. Mais est-ce que c'est suffisant si on regarde à très long terme, genre 100 ans? C'est la question. Et les sources qu'on a explorées suggèrent que probablement non. Pour assurer la pérennité sur un siècle, il faudra sans doute aller plus loin, toucher à l'architecture même des systèmes. Et là, on parle de réformes structurelles. Plus profonde, quels sont les grands axes? On peut voir deux grandes familles. D'abord, les ajustements paramétriques, c'est quand on change les règles du jeu du système actuel. Comme l'âge de départ. Plus connu, c'est reculer l'âge légal, souvent en le liant à l'espérance de vie, pour garder un équilibre entre durée de cotisation et durée de retraite. Ou jouer sur les cotisations ou les pensions elles-mêmes. Exactement. Augmenter les cotisations ou baisser le niveau des pensions, par exemple via le taux de remplacement. Ça, c'est la première famille d'ajustements. Et la deuxième? La deuxième, c'est plus structurel. On change la nature du financement. L'idée phare, c'est d'introduire des systèmes mixtes ou hybrides, C'est-à-dire? c'est-à-dire ne plus dépendre que de la démographie, du rapport cotisant-retraité, on ajoute une part de capitalisation à côté de la répartition. La capitalisation, c'est quand on a investi l'argent? Oui, les cotisations sont placées sur les marchés financiers pour générer un rendement. Ça peut aider à compenser un déséquilibre démographique. Des pays comme les Pays-Bas, la Suède, le Danemark ont mis ça en place. Et on dit souvent que leurs systèmes sont plus robustes. Relativement, oui. Ils sont souvent cités en exemple. Le modèle néerlandais, justement, il revient tout le temps. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Il est intéressant par sa structure en 3 piliers, très clairs. 1. Une pension de base publique, universelle, par répartition. Ok. 2. Le cœur du système, des régimes professionnels quasi obligatoires, gérés par branche ou entreprise, mais qui fonctionnent par capitalisation. C'est là que les partenaires sociaux jouent un grand rôle. C'est ce pilier qui donne le gros du revenu aux retraités. Et le troisième? Le troisième, c'est l'épargne individuelle, facultative. Mais ce qui est vraiment clé aux Pays-Bas, au-delà de ça, c'est 2 choses. Oui. D'abord, la gestion des fonds de pension du deuxième pilier est très très orientée long terme. Et ensuite, et c'est sans doute le plus distinctif, ils ont des mécanismes d'ajustement quasi automatiques. C'est-à-dire? L'âge légal de départ, l'indexation des pensions, tout ça est lié par des règles définies à l'avance, non seulement à l'espérance de vie, mais aussi à la santé financière des fonds et à l'économie. Ah oui, donc si l'espérance de vie augmente ou si la bourse bat mal, le système s'ajuste un peu tout seul, sans devoir refaire une grande loi à chaque fois. C'est l'idée, oui. Ça permet une adaptation plus souple, plus anticipée. Ça n'enlève pas tout débat politique, mais ça limite les blocages et ça rend le système plus prévisible, plus soutenable. C'est une tentative de, disons, dépolitiser un peu la gestion technique. On voit bien la différence culturelle avec la France, où chaque petit ajustement... C'est un autre débat. Oui. Et à part ce modèle néerlandais, il y a d'autres pistes structurelles évoquées en table basse? Oui, plusieurs. Une idée, c'est de transformer nos fonds de réserve, comme le FRR, ou d'en créer de nouveaux, en vrais fonds de pension collectifs par capitalisation, pour chercher du rendement à long terme. D'accord. Une autre piste, ce serait de rendre obligatoire certains plans d'épargne retraite, au niveau des branches par exemple, pour généraliser ce deuxième pilier. Rendre le cumul emploi-retraite plus intéressant aussi. Oui, en permettant d'acquérir de nouveaux droits, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est souvent mentionné. Et puis, de manière plus prospective, on parle parfois d'une immigration plus ciblée pour compenser le manque d'actifs. Et bien sûr, l'investissement massif et continu dans la formation tout au long de la vie, y compris pour les seniors, c'est indispensable pour accompagner des carrières plus longues. Bon, si j'essaye de résumer tout ça, le message principal, c'est qu'il n'y a pas une seule solution miracle, quoi. Non, clairement pas. Ça va passer par une combinaison de choses. Travailler plus longtemps, ça semble inévitable. Et on voit qu'on a de la marge en France, peut-être en s'inspirant des approches plus globales ailleurs. Oui. Mais ça ne suffira sûrement pas sur 100 ans. Donc, il faut aussi oser regarder l'architecture du financement. Les modèles hybrides qui mélangent répartition et capitalisation, comme aux Pays-Bas, c'est une piste sérieuse pour diversifier les risques. C'est ça. Et le mot-clé, finalement, c'est adaptation. Accepter que les systèmes doivent pouvoir bouger, s'ajuster aux réalités démo et éco. Exactement, ne plus être figé. Donc, pour conclure cette exploration, la pression démographique, c'est un fait, c'est durable. Augmenter l'emploi des seniors avec des politiques actives, en luttant contre les freins culturels, en s'inspirant de ce qui marche ailleurs,
c'est indispensable. C'est la première étape. Mais à très long terme, il faudra sans doute des réformes plus profondes. La tendance qu'on voit, c'est vers des systèmes mixtes, plus adaptatifs. Ce qui est fascinant, je trouve, c'est la question que ça pose sur notre vision même de la retraite. Comment ça? Si on doit travailler plus longtemps, de façon plus flexible peut-être, et si les systèmes eux-mêmes sont moins rigides, est-ce que cette idée d'une coupure nette, la retraite, comme fin définitive du travail, a encore vraiment du sens pour les générations qui arrivent? C'est une bonne question. Est-ce qu'on ne va pas plutôt vers des fins de carrière beaucoup plus progressives, plus individualisées? Moins linéaire. Ça dépasse la simple technique financière, ça interroge notre rapport au travail et à la vie. Voilà une pensée pour la route, comme on dit. Ça donne matière à réfléchir bien au-delà de cet échange. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était le podcast de Philippe. Un grand merci pour votre écoute. On a un petit objectif en ce moment, atteindre les 2000 abonnés. Alors si cette analyse vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose, le meilleur moyen de nous aider, c'est de la partager. N'hésitez pas. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle exploration.